Bonjour, je suis Frédéric, psychologue clinicien du travail. Ce podcast donne la parole à celles et ceux qui ont vécu ou vivent un burn-out d'origine professionnelle. Ici, on prend le temps de raconter son histoire, comment ça a commencé, comment on a traversé les événements et ce que l'on aimerait partager avec d'autres. Je défends une idée simple mais qui me semble essentielle, le burn-out vient du travail, pas des fragilités individuelles. Alors, pas de chichi, pas de filtre, juste des récits bruts, authentiques et humains. Bienvenue dans Parole de Burn-out, bonne écoute. Dans ce second épisode avec Karen, directrice de crèche, on entre dans la phase de rupture. Après l'engagement, l'usure, puis le décrochage. Elle raconte ce matin où devant sa crèche, elle n'a pas pu sortir de sa voiture. Un effondrement long, silencieux, auquel la hiérarchie répondait par des mandalas ou de la danse haïtienne. Un témoignage fort sur ce que le travail fait au corps quand il nie l'alerte. Là, donc ça va faire un peu plus d'1 an, t'es en arrêt ? Oui, ça fait un peu plus d'1 an. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été en arrêt jusqu'en juillet. J'ai eu une rupture conventionnelle après moult discussions, donc fin juillet. Et après, je me suis inscrite au chômage. Donc, grosse étape aussi parce que j'ai eu 45 ans et que j'arrête pas de me dire mais pour moi, j'ai toujours travaillé dans ma vie, j'ai jamais eu avec le travail. Et donc se retrouver à France Travail, anciennement pour l'emploi, un jour, ça fait drôle. Ben, heureusement, je suis tombée sur des personnes super. J'ai engagé un bilan de compétences qui m'a, donc, sur une longue durée, donc, qui a duré de octobre à là. Je l'ai fini il y a une semaine avec une personne extraordinaire, qui s'appelle Cindy et que je remercierai jamais assez parce qu'elle m'a beaucoup aidée. Voilà. Bon, après, ce qui sort du bilan, c'est que je suis faite pour travailler avec les enfants, quoi. Mais... Déjà une bonne chose. Voilà, je me suis pas trop trompée de voix, mais voilà, j'ai mis énormément de temps en fait à comprendre que c'était l'environnement qui dysfonctionnait, comme tu l'avais dit dans ton post d'ailleurs, qui m'a beaucoup marqué et que j'ai pris en note parce que c'était vraiment les mots qui étaient hyper adaptés en tout cas pour ma situation. C'est un dysfonctionnement de l'environnement, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter et se dire que c'est pas parce qu'on est moins bon, c'est pas parce qu'on a mal géré son stress, c'est pas parce que on s'est trop investi, que ça je l'ai entendu aussi, que on arrive dans ces situations d'épuisement professionnel. En effet, alors c'est une position que j'ai très ferme sur le sujet. Si on doit regarder plus précisément les personnes qui tombent en burn-out, c'est celles qui sont les plus solides parce qu'elles encaissent très 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 longtemps en fait. Et c'est finalement le corps qui les rattrape, mais c'est parce qu'elles poussent des limites très très loin et qu'après l'effondrement est si impressionnant parce qu'en fait le corps, quand il se relâche, c'est très compliqué pour relancer toute la machine parce qu'elle a été tellement surchauffée que c'est pas simple, mais se surchauffer, il vient pas de la volonté ou de l'envie de la personne, c'est quand même un environnement qui vient te mettre dans des conditions très propices pour exploiter ton énergie, toute ta motivation, mais à un moment, ça brûle, quoi. Et donc, voilà, burn-out. Et d'ailleurs, la reconstruction est toujours, de ce que je vois et partage avec les gens, c'est qu'il y a toute une phase de culpabilité qui est énorme parce que les gens se sentent pas à la hauteur, ils ont l'impression que c'était de leur faute et qu'ils réfléchissent beaucoup de temps à se dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement, mais sauf qu'en fait n'importe qui dans les mêmes conditions aurait craqué, alors peut-être différemment, peut-être autrement, mais les conditions de travail sont telles que finalement ça ne pouvait pas se passer autrement. Regarde d'ailleurs dans ton cas de figure, la personne précédente aussi a craqué. Oui. Et celle d'après aussi. Et l'organisation se pose jamais de questions à se dire, tiens, il faudrait peut-être qu'on remette en question comment on fonctionne. Là, je porte un message sur ça. Les entreprises vivent là-dessus. C'est-à-dire, on entretient ça parce que de toute façon, ils donnent pas les moyens supplémentaires parce que le but, c'est de faire plus de chiffres et on se débrouille avec les gens qui craquent, qui en plus, de toute façon, c'est de leur faute. Alors, les messages qu'on entend, qui mettent un peu en colère par rapport à cette situation. Mais disons que oui, parce que c'est profond en plus, parce que c'est insidieux. Donc, parce que c'est pas un acharnement, c'est pas de la méchanceté. C'est juste que on pousse toujours plus loin les demandes, les exigences. Dans mon cas, plus dur, ça a été presque le contraire. Ça a été la non prise en compte en fait. Enfin, je reviens sur cette histoire de mandat parce que ce jour-là, je suis restée pour le coup sciée, quoi. On était 10 directrices à se plaindre, enfin à être en vraie difficulté, et puis 10 sur 10, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y en avait pas une qui disait moi ça va, c'est super, je me régale. Et ça montre à quel point finalement le décalage entre ce qui se passe. C'est là où on se dit, tu vois, proposer ce genre de choses, en plus de paraître ridicule, peut même être
on pourrait se dire indécent au regard des enjeux qui se jouent à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a Ah des oui, oui. vrais enjeux de travail, donc qui se mettent à jour. D'ailleurs, quand je suis revenue dans la structure en racontant ça à mes collègues, elles hallucinaient quoi de voir cette réponse-là. Bon, voilà. Après, il y a eu plein d'autres choses, mais ça fait partie des choses vraiment qui m'ont. Ce jour-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi, vraiment. Et à partir de ce moment-là, quand on se dit ça à son travail, c'est pas bon, ça peut alerter. Dans ta reconstruction, là, tu vois, tu commences, donc tu as retrouvé un peu d'énergie. Là, il y a la phase de bilan de compétences qui aide aussi à reconstruire un peu d'estime de soi, à revoir ses compétences Ouais. professionnelles en se disant, je ne suis pas une mauvaise professionnelle, en fait. C'est quand même, bon, ça accompagne de ça, les bilans de compétences aussi, de revoir des perspectives aussi. Est-ce que là, tu te sentirais capable de retravailler dans ce secteur-là ou tu imagines quoi pour la suite pour toi? Alors oui, parce que vraiment, les enfants me manquent, hein, clairement. Bon, après, voilà, il y a une question aussi d'environnement, de type de structure, etc. Mais ça, bon, ça peut, je pourrais trouver. Mais vraiment, aujourd'hui, ce qui a changé par rapport à avant, c'est que aujourd'hui, je sais ce que je ne veux plus. Je suis très attentive à ce qu'on me propose. Ouais. Voilà, aux conditions de travail. Il y a des choses qui t'alertent maintenant, qui vont t'alerter en tous les cas. Exactement. Ah oui, complètement, complètement. Et maintenant, revenir dans cet établissement, c'est impossible pour toi ou ça va, c'est possible quand même, ou tu as été marqué au point de ne plus pouvoir rentrer dans la structure? Ah non, je n'y remettrai pas les pieds. Ouais, ça Non, te non, j'ai vraiment eu, alors ça a été très difficile aussi ça parce que je n'ai jamais revu les familles ni les enfants. Je n'ai vraiment jamais remis un pied et comme j'habite dans une ville, relativement petite, au début, je n'allais même pas faire mes courses parce que je savais que j'allais croiser des parents. J'étais en panique totale, en fait. Parce que je pense que j'étais morte de honte, en fait, juste. Et du coup, encore aujourd'hui, donc plus d'un an après, si je croise quelqu'un que je connais, qui pourrait me dire: «Alors ça va?» je sais pas comment je pourrais réagir, quoi. Je pense que je serais capable de pleurer, de dire: «Ben, ça a été dur», enfin voilà. Je suis pas encore, j'en ai plus honte, mais je suis pas encore, à 100% à l'aise avec ça, quoi. ouais, ça te renvoie encore des Les douleurs, ouais, parce que je m'en suis énormément voulu de d'abandonner entre guillemets «les familles» et l'équipe et tout, mais c'était eux ou moi, donc je me suis choisie, quoi, pour une fois. et il faut se choisir, sinon c'est pas possible non plus. Ouais, mais c'est vrai qu'on a tellement on crée tellement de liens dans des structures comme ça. Parce qu'on vit avec les enfants une grande partie de la journée, de la semaine. Les parents, ils nous confient beaucoup de choses aussi. Et moi, j'aimais ça en plus, quoi. Je me cultivais. Bah, ça a été un crève-cœur pour moi, quoi. De dire, bon, ben là, je peux plus. C'est pas de votre faute. J'ai eu bah, la possibilité de faire une lettre aux parents. C'est pas de votre faute, mais je peux plus. Il y a eu le bilan de compétences. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont aidé ou d'autres choses que tu as appris Euh, à travers cette expérience, cet événement en tous les cas? Bah, j'ai appris à plus m'écouter, parce que j'ai aussi eu une psychologue, bien sûr, pendant plusieurs semaines. La personne qui m'a accompagnée pour faire mon bilan de compétences aussi, qui m'a beaucoup apporté aussi au niveau de ses contacts, de son approche un peu plus très humaine et très, je sais pas comment le décrire, mais qui me convenait très bien. Donc voilà, j'ai rencontré des personnes extraordinaires aussi pour apprendre sur moi, pourquoi j'en étais arrivée là. Et en fait, je pense que se demander voilà pourquoi on en est arrivé là et surtout apprendre à reconnaître ses limites parce que moi je pense que j'en avais aucune en fait et aujourd'hui ben je sais ce que j'ai des limites dans ce que je peux accepter ou non et je sais aussi que je vais enfin à 45 ans pouvoir les dire ça je peux pas ma famille passe avant tout ce n'est qu'un travail et ça avant j'étais incapable de le dire ce n'est qu'un travail. Juste savoir comment toi tu as vécu ce moment-là de rupture conventionnelle? Alors, déjà, moi, ça a été très long entre le moment où j'ai demandé la rupture et au moment où j'ai eu une réponse. Donc, bon, ça a mijoté un long moment. Donc, j'ai eu le temps de l'anticiper, de me préparer. Non, ça a été un soulagement de sortir de l'entreprise. Ce que je ne voulais pas, par contre, c'était sortir en étant inapte au travail parce que ça pouvait être une porte de sortie, hein. Le médecin du travail que j'avais rencontré m'avait dit que c'était tout à fait possible et qu'elle le ferait.
Et moi, j'estimais que c'était pas moi qui étais inapte. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai patienté tout ce temps-là pour avoir une rupture conventionnelle, parce que je voulais au moins que sortir par la grande porte. Et ça a été important pour moi, je pense, parce que l'inaptitude, c'était encore une étape de bon ben t'es pas capable de faire ce poste, quoi. Mais c'est des enjeux très concrets, c'est ça c'est que tu es dans une période très affaiblie et en plus de ça, il y a toute cette dimension administrative à gérer quand même. Ouais, et financière aussi, parce que mine de rien, voilà, bon moi j'ai deux filles. Mon mari travaille, on passe d'un salaire de bon, ouais, moins de 2 000 €, ouais, tout ça, mais à ben des mois zéro en arrêt de travail. Donc des fois, enfin ça m'est arrivé de me dire bon allez, c'est bon, tu reprends un travail quoi, enfin ou tu reviens parce que ben c'est une panique en fait de voir zéro sur son salaire, hein, clairement. Enfin, surtout à mon âge, moi je me dis j'avais 44 ans, mais je me disais mais c'est pas possible, pourquoi, enfin j'ai pas fait tout ça pour ça aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'ailleurs de me dire, j'ai pas de boulot, mais je peux comprendre qu'on dise bon, ben, tant pis, je reviens. Alors que ben non, en fait, il faut pas abandonner. Et puis bon, moi, j'ai eu cette chance et d'être toujours soutenue par mon conjoint et je ferais pareil pour lui, mais c'est une chance parce que quand on est tout seul, par contre, voilà, la question, elle est compliquée. C'est en effet complexe tous ces enjeux-là. Mm. J'en profite pour passer un message que quand même, bon, directrice de structure de crèche, ça gagne pas très cher au regard de toutes les responsabilités qu'il y a à assumer quand même, hein. Quand on voit directeur de d'autres structures pour d'autres sujets, c'est sûr que le niveau de salaire du secteur social, hein, de manière générale, est quand même, c'est sous-payé. Regarde ton niveau de stress et les niveaux de responsabilité que tu avais et le salaire qui était au bout, bon, est-ce que ça correspond vraiment? On se posera des questions sociétales et sociales par ailleurs, ça c'est d'autres sujets, mais voilà, moi Et je les je le poser. dis parce que je trouve ça des fois honteux dans nos sociétés, voir des gens gagner des millions pour d'autres raisons bien beaucoup moins nobles. Et de ce côté-là, voilà, c'est très compliqué pour une directrice et comme tu le dis, pour tes équipes qui elles-mêmes sont sous-payées. Bref, parenthèse Ouais, faite, mais quand on est en burn-out, il y a aussi ces enjeux financiers qui se posent bien à un sûr. moment et comment on maintient tout ça. Et c'est très difficile parce que, l'air de rien, physiquement, il y a des choses qui peuvent pas se dépasser non plus. Puis en plus, on est dans un état un peu de cotonneux, quoi. Enfin, moi, je sais que j'avais des problèmes, j'arrivais pas à réfléchir, j'arrivais pas à poser des idées à la suite. Ça me coûtait énormément ouais, de réfléchir au chômage, à pourquoi, à faire une lettre, enfin, c'était énorme comme sollicitation. Et du coup, heureusement que j'étais accompagnée, hein, parce que je me dis toute seule, c'est encore plus compliqué. Alors quelqu'un il dit bon fais ci, fais ça, c'était vraiment ça. Hein. À un moment donné, j'étais incapable de faire une liste de courses. Donc imaginez, je laisse. Et tout un tas de choses en fait qui rajoutent à la peine qu'on a déjà, hein, finalement. Et c'est vrai que pour le coup en France, alors autant France Travail m'a bien accompagnée parce que j'ai eu un parcours emploi santé plutôt bien avec une psychologue du travail, mais par contre après tout le reste, il faut que l'accompagnement il est pas c'est compliqué quoi. Tu parles du côté service inter-entreprise, médecine du travail ou Ouais, encore? ben disons que le parcours, parce que là parcours emploi santé, c'était vraiment France Travail qui m'a accompagnée, donc qui m'a fait ça permet en fait de se décaler un petit peu du courant des recherches d'emploi pour avoir ce suivi euh, psychologue du travail qui était très bien, voilà, et ça permet de souffler. Mais après le reste au niveau médical, au niveau suivi, enfin, ça vaudrait le coup qu'il y ait aussi un genre de prise en charge globale pour ces personnes pour un peu les soulager de ces problématiques quoi. Encore une fois, moi, je suis accompagnée, mais je me dis quelqu'un qui est seul, qui plonge comme ça, comment il fait? Ne serait-ce que, enfin, conduire, on peut arriver dans des états de déchéance importants quand même, et ça manque quand même pas mal, quoi. Et toi, alors juste par rapport à ta situation de santé, et là, est-ce que tu as encore des séquelles, des choses qui sont restées, des pertes de mémoire, des difficultés de concentration, ce genre de choses, ou c'est passé pour toi? Alors ça encore un peu. D'ailleurs, j'ai des trous de mémoire parce que quand je réfléchis à ce qui s'est passé, j'ai des périodes où j'ai oublié. En fait, j'ai des problèmes de temporalité, de chronologie, on va dire. Après, j'ai toujours des problèmes de sommeil. Ouais. Je prends toujours des choses pour dormir. Je suis toujours sous antidépresseurs.
J'ai pas récupéré mes 5, 6, 7 kilos que j'ai perdus. Voilà, c'est toujours un peu limite, mais bon, après voilà, c'est pas ça. Mais voilà, oui, j'ai encore pas mal des moments d'angoisse, des coups de stress où je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais trouver ma voie?» et cetera. Mais bon, il faut se laisser le temps, quoi, en fait, c'est ça. Alors justement, là, on arrive au terme de notre échange. Là, c'est le moment où j'ouvre cet instant pour toi. Quel message t'aimerais passer aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui ont suivi ton témoignage? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec eux à ce moment de notre échange? Bon, ça va être très bateau ce que je vais dire, mais en fait, s'écouter quand on arrive à des moments où on se reconnaît plus trop dans son travail, dans les valeurs, parce que je pense que c'est important. Faire confiance à son entourage aussi quand il nous alerte sur comportements un peu anormaux. En tout cas, en tenir compte et prendre du recul pour essayer de l'analyser un petit peu, parce que c'est ce que j'ai pas fait. Essayer d'en parler aussi autour de soi, parce qu'on a tendance au repli quand on est dans cette situation et à se dire que de toute façon personne ne comprend parce qu'il y a que nous qui vivons la situation. En parler le plus tôt possible. Écouter les signes physiques aussi, parce que mine de rien, mal de tête, un mal de dos. Bon, moi, c'était des infections urinaires et bizarrement, je n'en ai plus depuis le mois de janvier 2024. Mais voilà, des signes physiques qui alertent. Et puis, si malheureusement, on arrive au point de non-retour, plus important pour moi, c'est se laisser le temps de se reconstruire, pas vouloir aller trop vite parce que pas se mettre de deadline à tout prix. Parce que moi, je me suis mis des deadlines qui ont jamais été, voilà, je recule sans arrêt et je culpabilise, mais en fait, il faut que j'arrête parce que c'est vrai qu'être au chômage, être un peu en parallèle de la société, c'est toujours vu un peu, enfin, moi, j'avais l'impression d'être un peu le vilain petit canard, un peu celle qui profite du système, mais non, en fait, c'est pas ça qu'il faut se dire. Et puis, se faire confiance, en fait. Voilà, se faire confiance et se dire que s'il y a des choses qui heurtent, c'est que quelque chose ne va pas et en parler aussi à son employeur, hein, tout simplement. Faire des écrits aussi, noter les choses. S'il y a des choses à signaler, il faut faire un mail, garder une trace et puis voilà. Encore vraiment merci pour ce que tu as Avec plaisir. donné. Et voilà, cet épisode arrive à sa fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce témoignage vous aura touché, fait plaisir ou simplement parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou Facebook pour rester connecté. Prenez soin de vous et à très vite.